création de l'État d'Israël dans les conditions qu'elle a été créée était une injustice pour les Palestiniens. Ne comprenez pas que ce mec soit de la haine. Il soit de la haine. Bonjour, enchanté. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Richard Wegman. Et vous êtes donc un juif antisioniste, c'est ça? J'en suis un, oui, effectivement. Et vous militez à l'UJFP depuis combien de temps? Le GFP, c'est fait depuis 1994 que l'association existe et effectivement, j'y étais à l'origine de l'association. Vous êtes militant impliqué? Vous êtes un des dirigeants de l'UJFP? Effectivement, je suis le président d'honneur de l'association et le fondateur de l'association. Vous venez de quel pays à la base? Je suis canadien d'origine. Je suis né au Canada. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes antisioniste revendiqué? Antisioniste revendiqué, ça c'est une bonne question. Sans doute depuis 1975 à peu près que j'ai affirmé ma conviction, ma pensée antisioniste par rapport à la situation en Israël et en Palestine. Que pensez-vous de la politique d'Israël? C'est dégueulasse. La politique d'Israël, c'est pas tenable, c'est pas défendable, ni sur un point de vue éthique par rapport aux Palestiniens, ni même par rapport à la présence d'une communauté juive pérenne au Proche-Orient. Si les Juifs veulent vivre en permanence dans un minimum de sécurité dans cette région, et il va falloir qu'ils soient sur un gouvernement, sur une autorité qui a une autre politique que celui de l'État d'Israël actuellement. Selon vous, quelle est la situation adéquate à ce conflit? C'est pas sorcier. On ne peut pas reculer les aiguilles de la cloche en arrière, on ne peut pas reculer le temps, on ne peut pas défaire les injustices du passé, on ne peut pas revenir de la tombe les victimes qui sont mortes. Mais alors que nous sommes, il faut un minimum pour faire un monde honorable d'un point de vue historique. Donc il faut tout d'abord décoloniser les territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire enlever le blocus de Gaza, enlever la présence militaire israélienne de Cisjordanie, de Jérusalem-Est, accepter la création d'un État palestinien indépendant à côté d'Israël dans un premier temps, parce que c'est ça dont les Palestiniens réclament. Et par la suite, il faut voir quelles seront les conditions qui permettraient une cohabitation pacifique et à long terme entre Juifs et Arabes. Le droit au retour des réfugiés palestiniens aussi, il faut que ce soit reconnu par Israël et qu'il y ait un minimum de dédommagement ou de compensation ou de retour effectif aux réfugiés qui vont retourner. Mais ils vont retourner où? Parce que vous me dites qu'il y aura deux États. Donc il y a des réfugiés qui vont retourner juste en Cisjordanie à Gaza. Alors qu'il y en a peut-être qui vivaient déjà par exemple vers Tel Aviv ou autre, qui ne pourront pas retourner. Les autorités israéliennes disent que les réfugiés palestiniens doivent retourner dans un futur État palestinien. Quant aux réfugiés eux-mêmes, il y en a plusieurs qui viennent des villages de Galilée, par exemple, qui sont situés en Israël. Et le droit international veut qu'après un conflit, après la signature d'un traité de paix, les réfugiés ont le droit de retourner dans leur foyer. C'est par ailleurs aussi les dispositions de la résolution 194 de l'ONU, c'était il y a longtemps déjà, qui prévoit le droit au retour des réfugiés. C'est à l'origine de la création d'Israël, c'était en 1948 cette résolution. Donc c'est tout à fait actuel. Encore, la question des réfugiés reste entière. Que pensez-vous de ceux qui proposent comme solution un seul État? Juifs et palestiniens dans un seul État, quoi. C'est une possibilité. C'est aux premiers intéressés de déterminer ça, c'est-à-dire aux Palestiniens et aux Israéliens progressistes. S'il y a un accord dans ce sens, voilà, on ne peut qu'applaudir et que l'encourager. Ça viendra éventuellement, peut-être, avec le temps. Personnellement, j'ai l'impression que ce n'est pas réaliste à court terme, mais toujours c'est la décision des Palestiniens et des Israéliens, pas aux Français, aux Britanniques, aux Allemands, aux autres. Vous pensez qu'est-ce qui bloque les négociations entre les deux États, entre les deux gouvernements, entre guillemets? C'est ce qui bloque les négociations, c'est un manque de pression internationale sur Israël pour qu'il respecte le droit international. Et à votre avis, pourquoi ils ne mettent pas assez de pression sur Israël comme ça? Malheureusement, la politique américaine est pro-israélienne de façon inconditionnelle pour des raisons stratégiques. L'Amérique a décidé que
Israël fait partie de son dispositif stratégique sécuritaire à long terme dans la région. J'aurais bien voulu que l'Union européenne fasse contrepoids à l'influence américaine au Proche-Orient et qu'elle ait une véritable politique de paix et de justice. Malheureusement, il n'en est rien. L'Union européenne n'a pas de politique extérieure unie et défendable ou adéquate sur cette situation-là. Même la politique de la France est de loin en dessous des besoins de l'heure, ce n'est pas à la hauteur, mais il faut impulser nos dirigeants ici en Europe, nationalement, en France et au niveau de l'Union européenne, d'adopter une politique différente par D'ailleurs, rapport selon vous, comment faut-il combattre en tant que militant le sionisme, par quelles actions? Pour commencer, par celui-ci. Ça, c'est la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions contre l'État d'Israël, jusqu'à qu'il respecte le droit international. Voilà, ça c'est un bon exemple d'une campagne internationale de la société civile qui peuvent impulser un mouvement vers une paix juste au Proche-Orient. On essaie de faire ce genre de choses au niveau citoyen. Vous avez d'autres solutions aussi? D'autres solutions. Au niveau diplomatique et politique, il faut que les États et les organismes internationaux imposent des sanctions contre l'État d'Israël pour lui forcer la main, l'obliger de respecter ses obligations internationales. Vous pensez qu'à moyen terme, l'avenir sera comment au Proche-Orient? À moyen terme? Qui vivra verra, mais ça dépend de nous, les citoyens, de faire notre possible pour qu'il y ait un maximum de justice et puis pour essayer de mettre fin à ce conflit armé le plus tôt possible et de faire respecter la dignité humaine et le droit tout court. Ça dépend de la pression que nous sommes en mesure d'exercer sur notre propre gouvernement et sur l'économie israélienne par le biais d'un boycott qui a son impact. Et par ailleurs, en dehors de l'impact économique pur, il y a aussi l'image de l'État d'Israël qui est ternie par les exactions que les autorités israéliennes infligent aux Palestiniens. Et à travers cette campagne populaire BDS, on le fait connaître au monde entier. Et mine de rien, les autorités israéliennes ne sont pas insensibles à ces pressions. Et ça peut donc contribuer à infléchir la politique israélienne. En tant que juif, que pensez-vous de la création de l'État d'Israël en 1948? Peu importe. Franchement, je préfère ne pas répondre à cette question parce que c'est une question, avec tous les respects que je te dois, une question foireuse dans la mesure où les historiens, de part et d'autre, les historiens pro-palestiniens ou les historiens pro-israéliens peuvent se bagarrer jusqu'à la fin des temps et j'en suis persuadé qu'ils vont encore le faire pour le reste de l'éternité sur qui avait raison en 1917, qui avait raison en 1936, qui avait raison en 1948. Nous, on dit, on est en 2012 et il faut rectifier les choses maintenant pour qu'il y ait un règlement minimal acceptable au conflit israélo-palestinien et pour construire un avenir. Et franchement, j'ai mon avis historique sur de savoir... Vous trouvez ça juste qu'il a été créé sur un État qui ne leur appartenait pas? De savoir si la proclamation de l'État d'Israël par David Ben Gurion en 1948 était acceptable d'un point de vue éthique ou pas. J'ai ma petite idée là-dessus. Peu importe. Il est là. Vous nous la donner? Non, ça ne l'était pas. Mais ça ne change rien. Nous, on est totalement contre. Peu importe. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Ils ont raison tous les deux. Éventuellement. Indépendamment de notre vie personnelle, dans la mesure où chacun peut avoir une appréciation sur l'histoire, sur le passé, sur les justifications, sur les pressions réelles qui existaient de part et d'autre. Mais l'importance, c'est l'avenir, parce que se bagarrer sur l'histoire, c'est une façon parfois de ne pas régler des questions. Même si... des fois, il faut revenir dans le passé aussi pour essayer d'analyser les choses. On peut revenir pour clarifier et puis parler de l'avenir. Parce que nous, par exemple, on est contre, on trouve ça injuste que ça a été créé sur une terre qui ne leur appartenait pas. Je veux bien, et par ailleurs, je partage ton opinion sur le plan personnel. Je pense que c'était une injustice historique. Mais puisque la situation sur le terrain c'est ce qu'elle est aujourd'hui, il faut faire avec, et donc il faut modifier les choses pour qu'il y ait un maximum de justice et pour qu'on puisse construire un avenir avec la configuration actuelle qui est la nôtre et qui est le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas défaire tous les méfaits du colonialisme en Palestine et ailleurs
pour dire qu'on va revenir à un monde idyllique tel qu'il existait au XXe siècle, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle. Ça ne marche pas. Nous avons notre monde aujourd'hui du XXIe siècle. Il faut construire un avenir. L'esclavage, l'impérialisme, le colonialisme, les occupations, il y en a eu, les guerres. On ne peut pas défaire la réalité du déroulement des événements historiques. On peut construire pour l'avenir. Et je préfère personnellement miser là-dessus. Et même si la création de l'État d'Israël dans les conditions qu'elle a été créée est une injustice pour les Palestiniens et sans doute indéfendable de ce point de vue-là, puisque cet État existe, il faut maintenant créer des perspectives concrètes pour un avenir réel, pour que les deux peuples puissent vivre ensemble, en paix, dans la sécurité, dans le monde à venir. Vous avez d'autres choses à rajouter? En tant qu'organisation juive laïque française et européenne, parce que nous sommes ensemble avec nos camarades dans d'autres pays, dans le cadre des Juifs européens pour une paix juste, on insiste sur le fait que nous sommes des citoyens européens, nous ne sommes pas des citoyens israéliens, on n'est pas tenus par la politique de l'État d'Israël pour laquelle nous n'y sommes pour rien, que nous ne sommes ni représentés par le gouvernement israélien ou sa politique et ni en accord avec elle, avec cette politique. L'UJFP est composé exclusivement de juifs ou il y a d'autres membres, d'autres communautés? C'est une organisation juive. Pour construire cette autre voie juive en France, en faveur d'une paix juste au Proche-Orient et en faveur du travail antiraciste que nous faisons aussi dans l'Hexagone. Et il peut ici et là avoir des membres qui ne sont pas strictement juifs d'un point de vue rabbinique à l'association, mais en tant qu'organisation laïque, on s'en fout. C'est pas notre préoccupation. T'as une question? J'aurais une question. Est-ce que vous avez une opinion sur la manière dont les informations sont restituées par les médias israéliens aux citoyens israéliens? Est-ce que vous avez l'impression que c'est objectif? Est-ce que... Israël est une société démocratique pour les Juifs. Beaucoup moins pour les Palestiniens. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'ils ont un gouvernement élu, ils ont une presse libre, ils ont un mouvement ouvrier avec le droit de grève. C'est un système multiparti. Et dans ce sens-là, la presse israélienne n'est pas une presse sous la botte d'une dictature, c'est pas une presse aux ordres. Ceci dit, la presse libre en Israël est assez monolithique dans la mesure où ils font une grande autocensure dans sa ligne éditoriale. Il y a très peu de stations de radio, de stations de télévision ou encore de quotidiens en Israël qui expriment une voix dissidente par rapport à la ligne gouvernementale. Mais il y en a quelques-unes quand même. Par ailleurs, il y a une multitude de sites internet, de sites web en Israël qui expriment une voix différente de la part de la société juive israélienne en dissidence avec la politique de l'État. Donc c'est peut-être par le biais des multimédias, des technologies nouvelles que notre voix s'exprime. Il y a aussi quelques journalistes dissidents dans le quotidien Haaretz et sur quelques radios. C'est plus rare à la télévision, mais ça existe aussi de façon ponctuelle où on a une voix dissidente assez marquée par rapport à la politique menée. Les Israéliens sont bien râleurs, ils partagent quelque chose en commun avec les Français de ce point de vue-là, ne se gênent pas de râler contre la politique de leur propre gouvernement quand ils ne sont pas contents. Ça se veut en 2011 avec le mouvement des tentes. C'est l'équivalent israélien du mouvement des indignés qui a vu la mobilisation de masse la plus grande dans l'histoire d'Israël. C'était autour de la question des services publics, de la crise du logement et des questions sociales en Israël, mais la question palestinienne a mis un pied dans la porte pendant ces mobilisations-là. On a parlé aussi des territoires occupés et des perspectives de paix en marge de ce mouvement social sans précédent, et c'est une très bonne nouvelle. Et donc, les voix dissidentes finissent par se faire entendre en Israël aussi, à l'intérieur de la société israélienne. Je vous remercie, Richard. Très bien, avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.